Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Marine au micro de Twip. Dans cet épisode, Marine nous raconte sa traversée de la Russie en train avec son chien Enlou. Elle nous partage toutes ses astuces pour se rendre à Moscou en avion et emprunter le célèbre transsibérien avec son chien. C'est selon moi un épisode ultra inspirant pour ce voyage seul dans un pays pas vraiment réputé dog-friendly. J'espère qu'il te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Marine, je suis très contente de t'avoir une nouvelle fois sur le podcast. Comment vas-tu ? Très bien, merci Alicia, ça me fait plaisir d'être de nouveau ton invitée. Moi aussi, surtout que le premier était déjà super intéressant. Donc pour ceux qui connaissent pas encore les aventures de Marine et de ses loulous et de Damien également, vous pouvez aller écouter l'épisode 9 il me semble, où ils partagent leur aventure pour aller en Norvège à vélo avec des loulous. Mais aujourd'hui c'est pas de ça dont on va parler du transsibérien et plus globalement du voyage en Russie avec son chien. On peut quand même faire une petite présentation malgré tout, si t'es d'accord ? Oui, ça marche, pas de souci. Moi, c'est Marine, j'ai 34 ans et je suis accompagnée initialement de Enlou, berger australien qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Depuis nos aventures, on les partage aussi avec Damien et Majo, qui est une croisée berger australien labrador et qui, elle, vient d'avoir 7 ans. Et du coup, si on rentre directement dans le vif du sujet de ce voyage en Russie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a donné envie de partir dans cette aventure ? Alors initialement, j'avais prévu du coup de faire un tour du monde en quelque sorte avec Enlou et Van. Entre-temps, j'ai rencontré Damien. Donc à l'époque, on n'avait pas du tout Majo. Et moi, à ma fin de contrat pour mon année sabbatique, il me restait un peu de temps par rapport à la fin de contrat de Damien quand on s'est décidé finalement à partir ensemble. Après quelques mois de rencontre, moi j'avais donné déjà une date de départ à mon entreprise 1 an plus tard. Et Damien avait sa date de fin de congé 2 mois plus tard. Donc ce qui me laissait finalement un créneau pour voyager solo avec mon chien. Donc c'était bien parce que ça me permettait quand même de continuer un peu ce projet perso et puis de combler, on va dire, avec la présence de Damien. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est possible de faire, sachant qu'on avait pour projet d'envoyer le van en Amérique du Sud. Donc j'ai déjà fait un premier périple avec Enlou en Europe et en van. Et après, il a fallu qu'on mette le van en container pour l'envoyer en Amérique du Sud. Donc il me restait 2 à 3 semaines de libre. Donc là, j'ai plusieurs idées qui m'ont traversé la tête et parmi celles-ci, c'était de partir en Russie pour voyager à bord du fameux train qu'on appelle le transsibérien. Et du coup, c'est ce choix-là que j'ai fait et ça a été une super expérience que je ne regrette pas du tout, d'autant plus quand on voit la situation aujourd'hui en Russie. Je pense que finalement, j'ai saisi le bon créneau pour me rendre dans ce grand pays et pour découvrir aussi toute la culture et toute l'architecture qu'il y avait là-bas à découvrir et qui est exceptionnelle. Trop bien. Et du coup, donc c'était un voyage de 2-3 semaines, c'est ça ? Donc effectivement, oui, c'était un voyage d'un peu plus de 2 semaines et je suis partie sur la période hivernale, donc de fin novembre, c'était le 20 novembre, c'était le jour d'anniversaire de mon grand-père, jusque début décembre. Ok, donc vraiment la période où il caille bien. Voilà, exactement. Donc c'était très très surprenant parce que c'est un froid qui est vraiment très sec. Il n'y a pas du tout d'humidité là-bas. On le vit bien malgré les températures qui sont en négatif très très vite. Ok. Mais bon, ça a quand même demandé une certaine adaptation, surtout pour moi. Ouais, Parce que j'imagine. j'ai pas de fourrure. Et du coup, on a pris un avion au départ de Paris pour se rendre jusqu'à Moscou avec Enlou. Où après j'ai pu naviguer depuis Moscou à différents endroits en Russie. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce vol ? Comment ça s'est passé pour toi ? Comment ça s'est passé pour Enlou ? Oui, alors pour moi ça s'est très bien passé parce que j'ai l'habitude avec un grand-père qui était chef de cabine et puis mon papa qui travaillait chez Air France, donc j'ai pas mal voyagé quand j'étais plus jeune. Pour Enlou, c'était un peu flou la première fois où j'ai pris l'avion avec lui. Parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait en termes de démarche. Et puis sur Internet, on trouve un peu de tout et de rien, notamment sur le site des compagnies aériennes. Donc cette fois-ci, c'était pas la première ? Non, on avait fait un essai parce que à la base, on devait partir en Amérique du Sud directement et je voulais quand même permettre à mon chien de
Enfin, ça peut paraître un peu bête et tout. Certains diront, bah, ça veut dire lui infliger davantage de vols. Mais pour moi, c'était important en fait de le faire voler sur un vol plus court, d'une heure et demie. Et on était parti en Corse sur un long week-end en mars de la même année, où ça m'a permis vraiment de l'habituer à sa cage, de lui faire faire un petit trajet et de voir que tout se passait bien. Et après, j'étais aussi rassurée de mon côté parce que j'ai mon papa qui, comme je le disais, travaillait chez Air France et travaillait plus particulièrement dans le fret aérien. Donc mon père a vu passer tout un tas d'animaux, a pu les gérer aussi parce que bah voilà, il était vraiment dans la garde fret aérien. Et donc quand mon père me dit t'inquiète pas, les animaux ils sont en soute, dans une soute qui est chauffée, qui est éclairée. Ce qu'on m'a aussi répondu, parce que je suis tombée sur un conseiller qui était vraiment très, très bien au moment où j'ai posé mes questions quand j'ai appelé Air France. Voilà, donc mon choix était aussi de le faire voler Enlou sur une compagnie que je connaissais, donc je me suis tournée davantage vers Air France. Et j'ai cherché, donc idéalement, je préférais avoir un vol sans escale. Ça n'a pas été le cas sur le retour parce qu'on a eu une escale à Amsterdam. Ok. Et après, j'ai eu toutes les informations aussi nécessaires, donc notamment sur la cage qui était à acheter. Donc il y a des normes, les normes IATA, notamment pour ces cages. Il faut que le chien il puisse se tenir debout, qu'il puisse tourner dans sa cage. Donc il faut qu'elle soit relativement grande. Quand on voit Enlou, qui est un berger australien, c'est une grande cage quand même qu'il lui faut. Donc lui, c'est une taille XL et c'est une cage que j'ai achetée chez Decathlon. C'est des cages qui sont au rayon chasse, qui sont adaptées et bien normées IATA. Bah, Decathlon font pas mal de matériel, hein, de toute façon, pour les chiens. Ouais, c'est très qualitatif. C'était l'avantage. Enfin, quand j'ai vu qu'il y en avait chez Decathlon, ils m'ont laissé rentrer dans le magasin avec le chien. On a fait essayer. Ça, c'était top aussi. Enfin, le magasin, ils m'ont dit mais pas de souci, rentrez avec votre chien, venez essayer, que vous soyez sûr de prendre la bonne taille. Donc Trop bien. c'était vraiment un plus plutôt que de commander sur internet. Et puis, bah, on sait que Decathlon, si jamais ça allait pas, même dans tous les cas, on ramène, on échange, il n'y a pas de problème. J'ai pris aussi une cage qui était en 2 morceaux parce que quand on veut la stocker dans le garage ou dans une pièce à la maison, c'est quand même vachement plus pratique. Très bon conseil. Et pour finir, sur la réservation de vol, justement, j'ai dû donc appeler le standard pour acheter un vol pour mon chien, donc déjà confirmer qu'il y avait de la place. Et en fait, la condition pour pouvoir réserver pour le chien, c'est qu'on ait déjà réservé le billet pour l'humain. Donc moi, ce que je fais quand j'ai besoin de réserver, c'est que j'appelle en amont, je m'assure que j'ai bien de la place pour le chien, je réserve dans la foulée, je les rappelle 10 minutes plus tard, et puis on ajoute le chien sur mon billet d'avion humain directement. C'est une bonne idée d'appeler en amont parce que c'est vrai que ça peut être stressant de se dire ok, je commande mes billets et peut-être que finalement on va me dire non, il n'y a plus de place pour les chiens. Oui, parce que c'est limité aussi. Il y a une histoire où c'est limité déjà à un certain nombre de chiens. Et après, s'il y a des chats aussi sur le vol, il y a aussi des places qui sont limitées par type d'animaux. Voilà, j'ai plus la règle exacte en tête, mais je sais que la personne m'avait expliqué ça au téléphone. Donc ce serait dommage qu'il y ait déjà, je sais pas, 3 chats et qu'on puisse pas mettre mon chien à côté parce que peut-être que ces petites bêtes ne s'entendent pas forcément entre elles. Complètement. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour habituer nous à prendre l'avion parce que tu avais dit que tu avais fait un vol d'essai pour un peu voir comment il réagissait, pour l'habituer à sa cage. Tu as fait d'autres choses? Alors, bah, ce que j'avais fait, c'est déjà que j'ai mis la cage dans le salon, pour pouvoir déjà le, entre guillemets, désensibiliser par rapport à la cage, lui montrer que c'était normal dans son environnement. Et j'ai fait aussi en sorte de le mettre dedans plusieurs fois. Donc au début, quand j'étais à côté, je le faisais rentrer dans sa cage, je fermais la porte. Et puis je le faisais patienter 5, 10, 15 minutes. Je l'avais aussi emmené en voiture en mettant la cage dans le coffre. Donc on avait fait un aller-retour de 2 heures avec Damien à l'époque et ça nous avait permis aussi d'habituer Enlou à cette cage, de lui montrer qu'il n'y avait pas de souci, que ça pouvait bouger aussi un peu autour de lui, être mouvant comme environnement. Et ça s'est très bien passé comme ça. Après, il n'est pas du genre à être trop, on va dire, trop stressé des changements. Enlou, il aime bien que les choses restent, m'avoir à portée de vue, tout genre de choses, mais après, il est plutôt partant pour tout. Quand on lui demande de faire quelque chose, il est pas chiant, on va dire. Ok, trop bien. Voilà. Moi, il y a une personne que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, c'est alors à l'époque, ce monsieur, donc il s'appelle Andrew Knapp, c'est un Anglais ou un Américain, je ne sais même plus exactement. Ok. Et il avait un chien qui s'appelait Momo, un border collie, et il a fait énormément de photos où il cachait son border collie dans des superbes paysages. Donc ça s'appelle Find Momo. Ok. Lui, il avait voyagé avec son chien et je m'étais permis sur les réseaux sociaux de le contacter. Et même s'il avait
une flambée d'abonnés, il m'avait répondu en disant j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment voyager en avion avec mon chien et ses conseils étaient vachement intéressants. Notamment, il dit en fait, les compagnies aériennes sont parfois, ça peut peut-être faire flipper ce que je vais dire, mais les compagnies aériennes perdent parfois des bagages. Pourquoi est-ce que mon chien il serait bien dans l'avion? Et en fait, lui, il disait dès que je m'enregistre avant de monter dans l'avion, je demande toujours à l'hôtesse ou à la personne qui est au sol de me confirmer que mon chien est bien chargé. Et du coup, c'est des choses que j'ai toujours faites. Et j'ai toujours demandé est-ce que mon chien est bien dans l'avion et à chaque fois on me confirmait c'est bon, il a bien été chargé, il n'y a pas de souci et le pilote est toujours informé aussi de la présence d'animaux à bord. C'est ça, c'est ce qu'on a toujours fait aussi, ouais. En vrai, c'est aussi rassurant de se dire c'est bon, ils ont regardé, il est là, quoi. Ouais, complètement. Et puis après, on voit toujours aussi souvent le chargement de l'avion quand on est en attente d'embarquer. Et moi, je suis toujours au taquet à voir, ok, ma cage, elle est là, je vois les bagages qui arrivent. Le chien arrive généralement au dernier moment, séparément. Donc ça, c'est toujours aussi rassurant. Ou par le hublot, je demande généralement une place hublot pour voir les chargements, déchargements quand c'est possible. Et un petit détail par rapport à l'avion, c'est que habitant en province et pas sur Paris directement, il m'a fallu voyager dans Paris, prendre le RER, le métro avec Enlou, sa cage dans les bras qui est très très imposante et puis Ah mon ouais, sac t'as à dos. porté sa cage du coup dans le RER et Oui, tout. Ah ouais. donc à l'aller j'ai eu beaucoup de chance parce que mon petit frère était présent et est venu me filer un coup de main. Donc il avait Enlou en laisse pendant que moi j'avais mon sac à dos et la cage dans les bras. Donc quand il faut traverser tout Montparnasse notamment, c'est un peu galère parce qu'elle est immense cette gare. Et au retour, j'ai eu un petit coup de flip quand même parce que quand j'ai débarqué de l'avion et que j'arrivais au niveau de la récupération des bagages, j'ai reçu un texto qui me disait votre bagage a été égaré, merci de vous rapprocher du point conseil. Et là, je me suis dit mon bagage, c'est quoi? C'est Lequel? mon sac à dos ou c'est mon chien? Ouais, Parce que mon chien est considéré comme un bagage. Donc là, j'étais dans tous mes états et tout, et le mec il me dit je peux vous dire moi. Je dis vous allez trouver une solution pour me dire parce que si c'est mon chien, c'est pas du tout la même histoire. Et au final, c'était mon sac à dos. heureusement. Donc au retour, ça m'a pas trop dérangé de pas avoir mon sac à dos parce que ça m'a permis même de traverser Paris bien plus facilement avec juste la cage et mon chien. Ouais, et puis au final, enfin, tu sais, quand t'as le truc de c'est mon chien ou le sac à dos, quand on te dit c'est le sac, tu vois, oh, c'est pas grave, s'ils ont perdu mon sac, ça passe beaucoup mieux. Ah ouais, bah là, si on m'avait dit que c'était mon chien qui avait été oublié. Mais le pire, c'est que je l'avais vu, en fait. J'avais bien vu mon chien faire le transfert, parce que j'avais un transfert au retour, j'avais une escale par Amsterdam, et j'avais bien vu mon chien descendre de l'avion et remonter dans l'avion. Ouais, non, mais je comprends, c'est pour ça aussi que de notre côté, à chaque fois qu'on a pris l'avion avec Floki, on faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'escale, parce que c'est vrai que ça peut être vraiment stressant avec les escales. Oui, c'est ça. Bah, ça fait un transfert de plus, quoi. Et est-ce que pour arriver en Russie, il y a des démarches spécifiques à suivre, que ce soit pour toi ou pour ton chien? Donc pour moi, effectivement, il y avait une demande de visa à faire. Et pour faire la demande de visa, c'était il y a quelques années maintenant, mais c'était assez complexe parce qu'en fait, il faut que tu puisses expliquer un peu ton programme au jour le jour. Donc dire tel jour, je vais visiter tel endroit, je vais faire ça, après je vais prendre tel moyen de transport, je vais loger chez telle personne ou dans tel hôtel. Et du coup, je m'étais renseignée sur Internet et en fait, il y a des organismes qui font ça très bien. Donc, qui te propose un programme tout fait. Et donc là, tu visites toutes les basiliques, toutes les cathédrales, tout ce qui va bien sur Moscou, tous les sites touristiques. Et il te donne aussi des hôtels, des points de chute. Et t'es obligé de le faire ou c'est juste pour avoir un papier justifiant de ce que tu Non, vas faire? c'est vraiment pour avoir un papier justifiant et par rapport à ta demande de visa, en fait, qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent. Après, moi, je savais que j'allais arriver à Moscou et repartir de Moscou, mais j'avais pas de planning vraiment défini sur place. Donc, c'est passé de cette façon-là et ça m'a permis, en fait, après d'envoyer le nécessaire avec mon passeport et ils m'ont mis un visa à l'intérieur qui ressemble énormément à notre page de passeport français, sauf que le nom, le prénom, l'adresse, tout est traduit en russe. Donc, c'est assez marrant parce que aujourd'hui, quand on me prend mon passeport, là notamment pendant le voyage à vélo dans des campings, des fois ils ouvrent et puis comme le visa russe il est sur la page suivante, ils sont là en train de se dire mais c'est qui cette nana en face de moi? Pourquoi c'est tout écrit en russe à l'intérieur? Et pour Enlou, la démarche a été d'aller chez le vétérinaire, une attestation comme quoi il était en bonne santé. Bien évidemment, il y a les vaccins basiques, notamment d'avoir sa puce, d'avoir le vaccin contre la rage. Et une fois qu'on avait l'attestation de bonne santé réalisée par notre vétérinaire habituel, il a fallu que je me rende dans
un endroit spécifique. Donc en Mayenne, chez moi sur Laval, c'est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Donc autrement dit la DDETSPP. Je lis, j'ai ma petite anti-sèche. Cet organisme-là, en fait, sur Laval, a un vétérinaire d'État ou un vétérinaire certifié, je ne sais plus quel est exactement le terme. Et en fait, ce vétérinaire officiel a la possibilité d'aller, lui, traduire le bon état de santé de l'animal en russe. Donc, il y a un document qui est officiel, qui est en français et en russe, et sur lequel on vient reproduire les informations de manière à ce qu'on puisse passer la frontière légalement. Même si ce document, il n'a jamais été contrôlé, ça faisait partie des démarches qui étaient données et obligatoires sur Anivette Voyage, le site sur lequel je me rends moi toujours pour aller faire les vérifications des démarches administratives pour chaque pays. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai eu besoin pour aller en Russie avec Enlo. Ok. Et son passeport, du coup, que tu avais déjà pour tes précédents voyages. Voilà, exactement. Et son vaccin contre la rage et sa puce. Ok. Et du coup, pour le voyage, tu avais prévu ses croquettes ou son alimentation ou tu t'es rationné là-bas? Alors ça, c'était la petite blague au départ, parce qu'effectivement, je me suis dit, je vais partir avec ces doses de croquettes, comme ça, il mange la même chose et il n'est pas perturbé par rapport à ça. Et en fait, j'étais trop fière de moi, super minimaliste et tout dans mon sac à dos. Et je me dis, waouh, j'ai rempli que la moitié de mon sac à dos et tout, c'est cool, ça va pas être trop lourd pour me déplacer. Et là, je me dis, j'ai oublié les croquettes. Donc les croquettes, en fait, pour un peu plus de 2 semaines, ça représentait vraiment une dose importante. Donc j'avais tout mis dans des petits sachets et tout. Enfin, j'avais l'impression d'être une dealeuse avec mes doses de croquettes. Donc je me suis dit, à tous les coups, je vais me faire arrêter par la douane. Ils vont me dire, qu'est-ce que vous planquez là-dedans? Donc j'avais tout mis en sachet, en pochette. Il avait sa dose du matin, du soir pour chaque jour. Et puis on est parti comme ça et le sac, il s'est allégé au fur et à mesure. Donc au retour, t'étais contente. Oui, voilà, même si j'avais pas mon sac. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le transsibérien? Oui, alors le transsibérien, du coup, c'est un petit peu un abus de langage. C'est le réseau de voies ferrées qui traverse la Russie et qui va de l'ouest à l'est, enfin, ou inversement, de Moscou à Vladivostok. Et ça représente plus de 9000 km de voies. Donc on utilise le mot transsibérien pour ce réseau de voies ferrées et maintenant c'est le train qui a été un petit peu dérivé, appelé comme ça. C'est comme si en France on disait j'ai pris la SNCF alors que non, tu vas prendre le TGV numéro tant. Bah voilà, les trains là-bas ils ont aussi des noms mais on les appelle plus communément le transsibérien. Pour traverser la Russie, au mieux tu vas mettre une semaine. Et il faut savoir que le train le plus rapide, il s'arrête quand même dans plus de 900 gares. Voilà, donc c'est des arrêts qui sont quand même relativement fréquents. Et le transsibérien, donc, il traverse toute la Russie, mais il y a aussi des voies qui bifurquent vers la Chine ou vers la Mongolie. L'idée de base pour moi, c'était en fait de prendre ce train-là pour aller vers la Mongolie ou aller le plus loin possible en Russie avec Enlo, même si après je ne savais pas du tout comment je reviendrais, et puis il y avait des questions de visa, etc. aussi à faire. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur la Russie. Le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur prendre le train avec son chien, parce que les seules infos que j'ai pu trouver sur internet, c'était un couple qui avait voyagé avec un petit chien de type bulldog, et je ne savais pas comment ça se passait pour un gros chien. Du coup, comment t'as fait pour trouver les informations? Du coup, j'ai eu la chance quand je suis arrivée à Moscou, c'est que j'avais pris les devants. Donc j'ai eu ma première expérience couchsurfing là-bas. Donc je suis arrivée chez Lisa, qui était une Russe de 35 ans à peu près, donc une jeune maman avec ses 2 enfants et qui m'a accueillie sans problème. Enfin, même si j'ai dit que j'avais un chien et tout, ça posait aucun souci pour elle, même si les Russes n'ont pas énormément d'animaux de compagnie, ça va être plutôt des animaux de défense. Enfin voilà, c'est pas des chiens que tu promènes énormément dans la rue, mais plutôt des chiens de garde pour ta maison. Et du coup, Lisa, je lui ai posé pas mal de questions. On a vu plein de choses ensemble. Elle m'a appris plein de choses aussi sur la Russie. Et elle m'a dit, si tu veux prendre ce train... En fait, elle comprenait pas vraiment mon délire de prendre ce train, parce qu'elle me dit, mais t'iras plus vite si tu fais du covoiturage ou si tu prends un avion et tout. Je dis, non, mais pour moi, c'est mythique en fait. Ce train, j'en entends parler. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est à faire en fait. C'est une tranche de vie à la Russe. Et donc voilà, elle me disait, ouais, sinon le covoit, c'est bien aussi. Donc voilà, donc elle m'a dit, tu peux aller dans cette gare-là. Et du coup, je me suis rendue dans
dans une des gares de la ville de Moscou. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Moi, je me suis rendue dans la gare qui s'appelait Kazansky, qui en fait est la gare qui va vers Kazan. C'est comme nous, on a les gares de l'Est, les gares du Nord, la gare de Lyon, etc. Et ben là-bas, en fait, c'est en fonction de la destination où tu veux aller et on rajoute le ski après. Donc, j'ai été à Kazansky parce que je voulais aller vers Kazan. Et là-bas, j'ai eu la chance en fait de tomber sur des gens, même s'il n'y en a aucun qui parlait anglais. On était 6 autour de la contrôleuse pour essayer d'expliquer que je voulais acheter un billet de train pour voyager avec mon chien. Et c'était trop chouette. Enfin, je suis vraiment tombée sur des personnes vraiment sympas qui me faisaient des dessins, qui essayaient de me montrer, qui tapaient sur leur téléphone pour essayer de traduire en russe. Mais voilà, très compliqué de se comprendre quand même. Et au final, j'ai compris qu'il fallait, pour voyager avec un chien, en fait, prendre un compartiment complet dans un wagon. Donc il faut savoir qu'il y a 3 classes différentes. Donc il y a les voitures de première classe, donc ça s'appelle spalni. C'est des compartiments qui ont 2 couchettes. La seconde classe, ça s'appelle coupé et c'est des compartiments avec 4 couchettes. Et après, il y a la 3e classe. Donc là, ça s'appelle platzkartni. Et c'est des couchettes qui vont être en fait dans le couloir où on ne va pas être enfermé vraiment dans un compartiment, on va être vraiment dans un wagon classique où il y a possibilité de s'allonger et de dormir. Et du coup, on m'a dit, si tu veux voyager avec ton chien, il faut voyager soit en première, soit en seconde classe pour avoir un compartiment fermé. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais prendre de la seconde classe et j'ai dû réserver 4 couchettes. Et donc là, on m'a dit, t'as de la chance, les couchettes du haut, elles sont moins chères. Ok, je leur ai demandé pour voyager jusqu'à Kazan, donc ça représentait environ 13 heures de train à l'aller. J'ai payé les 4 couchettes, donc ça m'a coûté pour ces 13 heures de train 260 € pour être seulement avec mon chien à l'intérieur du compartiment. Oui, donc du coup, 260 € pour 4 places. Oui, voilà, donc c'est relativement correct aussi. Si j'avais été avec Damien ou si on avait été 4 à voyager ensemble, finalement le prix aurait baissé aussi parce que j'aurais pu aussi trouver d'autres voyageurs que ça ne dérangeait pas de voyager avec un chien. D'autant plus que le wagon était quasiment vide. Mais bon, la règle est la règle. Alors qu'avec un petit chien, tu peux voyager avec ton chien dans une cage, ce qui n'était pas le cas pour Enlou. De toute façon, il était trop grand pour rentrer dans une cage à ce moment-là et je ne me serais pas traîné la mienne jusqu'à Kazan, aux portes de la Sibérie, quoi. Oui, justement, c'est ce que j'ai oublié de te demander. T'en as fait quoi de ta cage une fois que t'as atterri à Moscou ? Très bonne question. Du coup, je ne savais pas du tout quoi en faire et je m'étais dit au pire, je la laisserais chez la coach surfeuse. Elle m'avait dit que sur le principe, il n'y avait pas de souci. Et en fait, comme je suis arrivée la première nuit assez tard, le temps de récupérer les bagages et tout ça, j'avais pris un hôtel juste à côté de l'aéroport et j'avais réservé aussi la nuit avant le retour dans ce même hôtel. Et je leur ai demandé de me garder la cage et ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Mais toujours dans le souci de compréhension, pour la petite anecdote, la nana, elle me regardait avec des grands yeux, elle me dit mais le chien, qui va le sortir de la cage? Je dis non, le chien il voyage avec moi. C'est vraiment, c'est une autre culture, un autre monde. Comment elle a pu imaginer que j'allais lui laisser mon chien dans la cage pendant 15 jours donc, C'est-à-dire que même dans les hôtels, ils ne parlent pas anglais. Non, c'était vraiment super limité. Là, la personne qui était pourtant à la réception, c'était un petit hôtel qui était à 10 minutes de navette de l'aéroport et où je pense qu'il voit passer pas mal de voyageurs étrangers. L'anglais était très 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 limité. Après, il y a aussi le côté où les puissances américaines et les puissances russes sont pas forcément toujours d'accord. Est-ce qu'on fait l'effort de parler anglais volontairement ou pas, je ne sais pas. La culture américaine n'est pas forcément très en odeur de sainteté, on va dire, en Russie. Ok, c'est-à-dire que quand tu te rends en Russie, il faut que tu prennes ton petit bécherel vraiment pour essayer de te faire comprendre ou avoir full réseau pour utiliser Google Translate. Ouais, c'est ça. Et en plus, de mémoire, la Russie n'était pas dans mon forfait de téléphone. Donc, je pouvais vraiment utiliser mon téléphone. J'ai Free Mobile, moi. Je pouvais vraiment l'utiliser que si j'étais en Wi-Fi. Donc, dans les gares, ou dans les restaurants, il y avait possibilité d'eux.
Mais si j'étais dans la rue, au milieu de nulle part, j'avais vraiment aucun moyen de communiquer. Puis c'est du cyrillique aussi, donc vraiment tous les repères sont chamboulés là-bas. Ok. Pour qu'on puisse s'imaginer un peu ton voyage, tu nous as dit que tu es partie vraiment en hiver, donc il faisait froid. Est-ce que les journées sont plus courtes, enfin, tu vois, comme on peut le voir dans les pays scandinaves? Est-ce qu'il y avait de la neige? Enfin, quel type de paysage tu voyais? Alors, est-ce que les journées étaient plus courtes? Je pense que oui, mais là, quand tu me poses la question tout de suite, je suis incapable de te dire en fait à quelle heure il faisait jour et à quelle heure il faisait nuit. Voilà. Après, les paysages étaient blancs, donc oui, il y a eu de la neige, pas forcément au moment où j'y étais, mais les paysages étaient bien blancs et c'était bien froid. Et c'était un froid qui était plutôt sec. On pouvait se balader très facilement à l'extérieur. Je me suis notamment énormément baladée avec la coach surfeuse. En fait, elle était vraiment à temps plein avec ses enfants à la maison et c'était une grande, grande marcheuse. Quand elle m'a dit le premier jour où je suis arrivée, on va balader le chien si tu veux, qu'on est parti pour 8 bornes, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je suis pas partie couverte plus que ça. J'avais pas de gants, j'avais rien du tout. Du coup, elle m'a donné les gants de sa fille qu'elle avait en double dans son sac, mais pas du tout adapté à l'idée. Après, les paysages, c'est surtout au niveau de l'architecture où c'est très très chouette, notamment dans les villes. Enfin, pour avoir fait notamment Moscou et Saint-Pétersbourg, l'architecture est hallucinante. Enfin, c'est très très coloré, c'est comme l'image qu'on peut avoir un peu de la place rouge, des bâtiments qui sont tout droits et très, si je dis très architecturaux, ça va pas forcément parler tant qu'on voit pas d'image, mais avec des toitures qui vont être très colorées, de couleurs assez criardes, de la pierre qui va être jaune, rouge, voilà, des grands parcs en ville, des grands buildings aussi un peu staliniens. Donc voilà, il y en a plusieurs dans la ville de Moscou. Et après, pendant le voyage en train, ça a été aussi beaucoup les steppes en fait avec des arbres à perte de vue, des lacs, voilà, et puis toujours très très blanc. T'as pris à Moscou tes 4 places pour ta cabine pour te rendre jusqu'à Kazan. Ça, Kazan, c'était le point le plus loin? Oui, c'est le point le plus loin où je suis allée, déjà d'un point de vue frais, parce que je savais qu'il y avait encore une année de voyage derrière. Donc voilà, j'ai pris la décision d'aller jusqu'à là-bas parce que c'était vraiment les portes de la Sibérie et c'était un petit peu symbolique pour moi. Kazan a été aussi une ville. Ah, Kazan, pardon. Oui, non, non, mais t'inquiète, après, si ça se trouve, c'est moi qui dis mal, hein, si ça se trouve, c'est Kazan. Je sais pas du tout. Et du coup, à Kazan, il y avait aussi une architecture qui était très particulière avec la mosquée qui est située à l'intérieur du Kremlin, qui est faite de pierres blanches et de toitures bleues presque fluorescentes. Voilà, où c'était quelque chose encore où on en a pris plein les yeux avec Enlou, hein, même si il a sans doute pas regardé les mêmes choses que moi là-bas, il était peut-être plus attiré par les odeurs et tout ça. Moi, j'ai été vraiment ravie de découvrir cette ville. Ok, donc t'arrives là-bas et ensuite tu fais machine arrière où là tu fais plus de stops pour visiter les villes, les paysages, etc. Alors là, du coup, effectivement, je suis restée 3 jours sur Kazan et après je suis retournée sur Moscou. Donc j'avais pris un aller-retour directement en train. Et une fois de retour à Moscou, je me suis dit, j'aimerais bien aussi aller voir Saint-Pétersbourg. Sauf que en train, ça avait encore un coût qui était important. Et je me suis dit, est-ce que cette fois-ci, parce qu'on n'était plus sur le mythique transsibérien, et cette fois-ci, j'ai pris une voiture de location, tout simplement parce que c'était moins cher et que j'étais aussi autonome par rapport à la visite que je voulais faire et que j'allais pas forcément imposer mon chien à des personnes en covoiturage. Voilà, sur une longue distance, si ça se passait pas bien, j'avais pas envie d'être dépotée au milieu de l'autoroute quelque part, même si j'avais pas forcément de doute, mais on sait jamais. Et là, du coup, je suis montée jusqu'à Saint-Pétersbourg où je suis restée aussi 2 à 3 jours avant de revenir sur Moscou et puis de rentrer parce que finalement, tout ça l'un dans l'autre, on était déjà au bout des 2 semaines. Ouais, ça faisait déjà beaucoup de transport. Donc en fait, vraiment, le voyage en train, c'était une partie intégrante du voyage, entre guillemets. Oui, voilà, c'était vraiment la pièce centrale, on va dire, de ce voyage en Russie. Mm. Et du coup, tu pouvais vraiment bien admirer les paysages au fil de la route. Ouais, surtout sur le retour, parce qu'à l'aller, en fait, j'ai pris le train à 23 heures et je suis arrivée à
midi et demi. Et du coup, sur la durée, c'était aussi une question que je me posais, c'était par rapport à Enlou, parce que ça fait quand même C'est ce que j'allais te demander. ça fait quand même 13h30 et j'avais demandé en fait dans chaque wagon, il y a un contrôleur ou une contrôleuse, donc on appelle les provodniks. Et ces personnes en fait sont là vraiment pour assurer que tout se passe bien au sein du wagon. C'est eux qui sont référents. Et du coup, j'avais réussi via la traduction Google à demander si mon chien a besoin de descendre. Comment est-ce que je peux faire? Et elle m'avait dit, bah, en gros, de pas hésiter à venir la voir. Et comme ça, elle me dirait, en fait, dans chaque gare, combien j'ai de temps d'arrêt. Parce qu'il y a des arrêts qui sont vraiment très très rapides, qui vont être 2 minutes d'arrêt et on repart, alors que dans d'autres gares, on va s'arrêter peut-être 15-20 minutes. Donc ça aurait pu être l'occasion. Et en fait, nous était très calme, très posé, couché avec moi et il a à aucun moment demandé à sortir. Comme ça peut arriver des fois de faire des grasses mat. Voilà, je sais que sur cette durée-là, il était possible pour lui de ne pas aller faire ses besoins. Ouais, mais en même temps, tu savais qu'il y avait la possibilité qu'il le fasse s'il y avait un arrêt un peu plus long. Oui, mais après, je savais que c'était aussi sur un quai de gare, qu'il n'y aurait pas forcément d'espace vert ni quoi que ce soit, donc il faut que le chien il soit aussi bien, il soit chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Ou qu'il ait vraiment très envie. Voilà, exactement, c'est ça. C'est des trajets qui sont assez longs. T'as une cabine restaurant pour pouvoir manger ou tu prends ton petit pique-nique? Et est-ce que t'as le droit même de manger dans ta cabine? Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui se fait énormément. Donc l'idée, c'est dans chaque wagon, il y a ce qui s'appelle un samovar. En fait, c'est un grand distributeur d'eau chaude où les gens vont notamment se servir pour se faire du thé, du café ou beaucoup des nouilles instantanées. En fait, ça, c'est vraiment un peu le plat de référence, notamment pour les voyageurs. Tu prends tes nouilles, tu mets ton eau chaude dedans et puis bah, les repas sont très faciles. Et c'est aussi le genre de choses qu'ils peuvent vendre dans le wagon restaurant. Donc il y a aussi un wagon restaurant où tu peux acheter des friandises ou des nouilles instantanées et diverses choses. Moi, pour ma part, j'avais prévu de quoi manger. Moi, je me suis fait des nouilles sur le retour et puis je m'étais fait des sandwichs sur l'aller. Et après, c'est aussi notamment peut-être un peu moins en première et seconde classe, mais en troisième classe, c'est vraiment une ambiance bon enfant, entre guillemets, où les gens vont beaucoup échanger entre eux, vont faire des jeux de cartes, vont discuter, vont partager de la nourriture. C'est comme on pourrait le voir dans le film Titanic où tout le monde, enfin, tu vois, danse, chante et voilà. Et puis, je pense que l'alcool aidant, la vodka, il y a moyen de faire des bonnes rencontres, quoi. C'était pas pas pour nous avec Enlou, dans tous les cas, on était qu'en première ou seconde classe, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec une Russe qui a vu mon chien, une jeune en fait, qui avait aussi une appétence pour les voyages. Et ça a été super chouette. On a papoté pendant une demi-heure avant qu'elle descende à son arrêt. Elle m'a demandé ce qu'on allait faire. Elle m'a dit qu'elle avait déjà été en France. Donc c'était aussi chouette à ce niveau-là. Ça a été ma seule vraie rencontre avec la contrôleuse de l'allée qui était vraiment top. Ok, trop bien. Et justement, de manière globale, est-ce que tu trouves que la Russie est un pays accessible aux chiens? Je dirais que non, parce que au fond, en fait, ça n'a pas été toujours très simple. Mon chien a été regardé, enfin, dans le genre, ah, il est beau, c'est chouette, etc. Et puis j'étais clairement une étrangère avec mon sac à dos et mon chien. Mais comme je te disais, les chiens là-bas, ça va être plutôt des chiens de garde. Ça va pas être vraiment des animaux de compagnie comme on peut avoir nous vraiment ce lien fort avec nos animaux. Enfin, je te dis ça à toi notamment qui vit de la même façon que moi. J'ai eu plusieurs fois en fait où, notamment une fois en me baladant avec Lisa et les enfants, ils ont été faire quelques courses et tout, et j'attendais devant le supermarché avec elle. Nous, j'étais à 2-3 mètres de l'entrée. Et le vigile, il est sorti et il me faisait signe de dégager de la main et tout. Et je disais, mais pourquoi je regardais avec étonnement et tout. Et il m'a dit en anglais, ton chien peur client. Ok, mais enfin, il veut que j'aille où? Je suis en train d'attendre quelqu'un. Enfin, c'est frustrant en fait parce que ton chien, il est assis, il bronche pas, il dit rien, il est sage. Ou une autre fois dans le métro, je me suis fait alpagué par une contrôleuse. En fait, on descendait vraiment très bas avec des très grands escalators. Et encore une fois, j'avais la chance d'être avec Lisa et ses enfants. Et elle hurlait, en fait, la nana, elle hurlait en bas et il n'y avait que nous. Il n'y avait aucune autre personne. Donc je me dis, bah, c'est forcément pour nous. Et je demande à Lisa, elle dit quoi? Je comprends pas. Et elle me dit, bah, il faut que tu portes ton chien dans tes bras. Je dis, mais comment ça? Enfin, je dis, on est dans un escalator, je vais tomber. Enfin, elle, nous, il fait 24 kilos. Elle me dit, il faut que tu portes ton chien dans tes bras. Donc, on est arrivé en bas finalement. Enfin, j'ai même pas eu le temps de réagir parce que j'étais un peu sonnée en me disant, bah, qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, voilà, ça a été plein de petites choses comme ça où je me suis dit, bah,
Enfin, c'est dur quand t'es tout seul dans un autre pays où tu comprends pas grand-chose. C'est même pas, tu vois, avec Damien, il m'aurait dit ah c'est pas grave, prends ton mal en patience et tout. Enfin, mais là c'était dur d'accuser le coup plusieurs fois sans raison en quelque sorte quoi. Ou même pour rentrer dans des restaurants. Moscou, en fait, j'ai pas mal profité avec Lisa, mais j'ai aussi eu des moments où j'avais envie d'aller visiter toute seule et d'aller connaître un petit peu les coins plus touristiques, parce qu'avec elle, on sortait un peu des sentiers battus et c'est ça qui était trop trop chouette. Mais quand je me suis baladée par moi-même et que j'ai voulu à un moment aller prendre un chocolat chaud ou aller me poser pour manger quelque chose de chaud le midi, je me suis pris beaucoup de portes en fait parce que j'avais le chien. Même si j'étais une cliente et que j'allais manger quelque chose dans un resto qui n'était pas forcément bondé ni quoi que ce soit, je me suis pris plusieurs portes. Donc je me suis réfugiée vers des petits kiosques qui vendaient des trucs à emporter et je rentrais plus tôt parce que à un moment le froid il te rattrape aussi quoi. Bah oui. Mais j'ai quand même eu des restos qui m'ont accepté avec mon chien. Mais la majorité, ça peut décourager, quoi. Ouais, c'est ça, fallait vraiment prendre son mal en patience et son courage à chaque fois. Est-ce qu'on va me dire oui, est-ce qu'on va me dire non? Voilà, c'est ça. C'est pas un resto qui te dit non, là, c'est tu fais tous les restos de la rue, à un moment, tu regardes même plus ce qu'il y a sur la carte, c'est juste est-ce que je peux rentrer avec mon chien et... Ouais, surtout avec des températures comme ça, j'imagine que t'as quand même envie de faire des pauses, comme tu disais, juste pour boire un thé, un chocolat et se réchauffer un peu avant de repartir, quoi. C'était clairement ça, c'était vraiment juste de se poser dans un coin tranquille et puis aussi des fois de capter du wifi pour donner quelques nouvelles parce que chez Lisa en couchsurfing c'était aussi limité le wifi, enfin elle avait ses enfants qui étaient dessus etc. Moi je voulais juste donner quelques nouvelles à la famille ou poster le blog ou voilà. Ok. En termes de visite, du coup tu visitais plutôt à l'extérieur, j'imagine, tout ce qui allait être lieu culturel, même les espaces religieux, etc. Ouais, ça a été essentiellement à l'extérieur. Après, il y avait vraiment plein de choses à voir d'un point de vue architectural, comme je te disais. Et puis, j'ai beaucoup crapahuté dans Moscou, dans Saint-Pétersbourg, dans Kazan. Voilà, on a pris le métro aussi. D'ailleurs, ce qui est trop chouette à Kazan, le métro, c'est des jetons en plastique, c'est pas du tout des tickets. Donc je me dis que c'était pas mal écolo aussi. Enfin, après, ça doit dater d'il y a plusieurs années, mais voilà, c'était original. Et il y a un truc pour l'anecdote que j'ai fait en fait à Kazan. Donc il y a un Kremlin. Donc le Kremlin, ça réunit différentes entités en fait un petit peu politiques, religieuses en Russie. Et ce fameux Kremlin de Kazan, il abrite aussi la superbe mosquée. Et quand je suis rentrée en fait dans le Kremlin, il n'y avait pas du tout d'affichage interdit aux chiens ni quoi que ce soit. Et je suis passée, j'ai dit bonjour au guichet. Et en fait, Enlou était en laisse à mes pieds, mais était en dessous du guichet. Et du coup, on a avancé, on a marché, on a fait des photos, on s'est baladé et tout, jusqu'à un moment où il y a un mec qui m'a dit Sobacha, niet niet. Et je l'ai regardé et tout, j'étais là, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me dit, il m'a montré Enlou, il me l'a pointé, il a dit niet, 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 niet. Donc en gros, il m'a dit pas de chien ici, quoi. Donc du coup, je suis vite ressortie parce que je me suis dit, il faudrait pas que je me fasse arrêter, qu'on me prenne mon chien. Et enfin, t'as 3000 idées qui te viennent dans la tête aussi. Et pour la petite anecdote encore, le chien en fait en russe, donc c'est Sobacha. Et moi, j'avais l'impression quand il me montrait le chien ou quand il me parlait du chien, des fois, les gens dans la rue qui me disaient Chewbacca. Et j'étais là, Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca. Je dis, mais pourquoi ils appellent mon chien Chewbacca avant que Lisa m'explique que c'était Sobacha le chien. Ouais, c'est sûr que la barrière de la langue, elle est assez énorme. Enfin, on n'est pas du tout sur une langue latine, enfin, il me semble pas, où tu n'as pas beaucoup d'équivalence. Ah non, c'est vraiment... À part votre cas... Ouais, non, c'est vraiment, vraiment compliqué en fait. Même écrire son prénom et tout, et ça les faisait beaucoup rire, Lisa et ses enfants, quand j'essayais de répéter, quand j'essayais d'écrire. Enfin voilà, j'ai appris plein de choses avec eux et ça a été vraiment une superbe immersion en fait dans une famille. De pouvoir échanger. T'es passé par quel site du coup? C'est le site Couchsurfing directement? Ouais, c'était Couchsurfing directement. En fait, je savais pas si c'était un terme Couchsurfing ou si c'était un site. Voilà, je suis débutante là-dessus. C'est un site et du coup je ne connaissais pas du tout, mais je pense que le Couchsurfing, t'as intérêt à tomber aussi sur les bonnes personnes parce que c'est aussi quelque chose qui est entièrement gratuit. Alors peut-être que les choses ont évolué depuis, hein, je l'ai jamais réutilisé en dehors de la Russie, mais en gros t'es accueilli par des gens qui te laissent leur canapé
canapé ou un matelas posé par terre dans une chambre. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi dans l'envie de faire la fête. Voilà, donc je sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Moi, avec Lisa, je suis restée 6 jours chez elle. Voilà, je lui disais, je fais à manger aujourd'hui, je m'occupe de ça avec les enfants. Enfin voilà, on a trouvé des accords qui étaient top de manière à partager aussi et que je sois pas là simplement à profiter, mais vraiment, on s'est beaucoup baladé ensemble, on s'est occupé avec les enfants étaient trop contents de jouer avec Enlou aussi. Quand ils étaient fatigués, Enlou, je l'accrochais à la trottinette, puis il tractait la trottinette avec les enfants. Enfin voilà, on a vraiment bien matché et ça a été top pour moi aussi d'être pour le soutien moral aussi parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur la Russie vis-à-vis de l'accueil des chiens. Lisa, ça a été vraiment une superbe rencontre. Génial. Et j'imagine en termes de culture, ça a été aussi un grand pilier pour apprendre plein de choses, que ce soit en termes de langue et de façon de vivre. Ouais, et d'ailleurs c'est marrant parce que je me souviens d'une conversation avec elle un soir, on rentrait, tu vois, il devait pas être si tard que ça parce que les enfants mangeaient tôt et il faisait nuit à ce moment-là, je le revois, et lui dire qu'est-ce que tu penses de Vladimir Poutine, et elle était en amour avec son président, c'était complètement déconnecté de ma réalité à moi quand on voyait plein de choses, mais voilà, c'était vachement intéressant aussi quand elle m'a expliqué plein de choses politiques, plein de choses culturelles, voilà, vraiment quelques mots, tout ça. Sans elle, ça aurait vraiment pas été le même voyage. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu aimerais partager ou ajouter ? Quelque chose d'assez général, c'est de se donner aucune limite par rapport au voyage avec son animal. En fait, on trouvera toujours des belles personnes, on aura toujours des difficultés aussi, que ce soit lié à la langue, que ce soit lié à la culture. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur celle-ci. En fait, une fois qu'on a passé une difficulté, après, il y a plein de moments de bonheur et il faut qu'on arrive à les laisser de côté pour pouvoir profiter à fond du moment présent et à fond aussi avec son animal, voilà, quel que soit le pays, quelle que soit la destination. Voilà, le voyage, il peut être à 10 km de chez soi comme à des milliers de kilomètres. Tant qu'on en profite pleinement, pour moi, c'est la même chose. Trop bien. C'est vrai que je trouvais ton témoignage sur la Russie ultra intéressant parce que de prime abord, juste pour moi en tant qu'humain, je me dis, oh la Russie, ça doit être compliqué. Alors avec un chien, tu vois, automatiquement, je me serais mis des barrières à me dire, bon, ça a l'air d'être trop une galère pour y aller, quoi. Ouais, et finalement, en soi, voilà, il y a un certificat chez le vétérinaire à faire et les démarches, à partir du moment en fait où on a compris comment ça fonctionnait, derrière, il y a pas plus de blocage que ça. Après, c'est davantage sur l'accueil des chiens. Voilà, il y a des pays qui vont être vachement plus ouverts aussi. En France, en Occident, on va avoir aussi plus la culture de l'animal de compagnie que peut-être d'autres pays plus nordiques, plus à l'est, où c'est davantage strict. Peut-être aussi vis-à-vis de l'histoire. Ouais, parce que tu dis plus à l'est, mais je me rappelle d'un voyage en République tchèque et c'était impressionnant le nombre de chiens qu'il y avait. Vraiment, je crois que deux habitants sur 3 avaient un chien. Après, ouais, je pense que ça dépend vraiment des cultures de chacun et aussi de la place qu'a l'animal, de la place qui est donnée à l'animal. Est-ce que c'est un chien de garde? Est-ce que c'est un chien de compagnie? Est-ce que je fais tout avec? Trop bien. Et merci beaucoup Marine pour ce chouette partage. Je trouvais ça ultra intéressant. Et j'espère peut-être à bientôt dans un autre épisode pour un prochain voyage. Ça marche. Merci à toi. Et c'était encore une fois super chouette de pouvoir partager cette expérience. Et si ça peut servir à d'autres, tant mieux. Yes. Juste, si les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser sur ce voyage ou sur un autre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Directement sur Instagram, qu'ils n'hésitent pas à me poser des questions. Donc, c'est pieds et pattes liés, au pluriel. Et puis, on a aussi un blog, piedsetpatesliés.fr. Trop bien. On mettra tout ça en description. Encore merci. Je te remercie. Salut Alicia. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite.
On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.